Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, le rendez-vous que notre rédaction propose chaque semaine à ceux qui ont la passion de la chose publique et du débat d'idées. Nous sommes aujourd'hui avec 3 députés qui viennent de vivre une semaine qu'ils n'oublieront jamais, une semaine historique, une de plus depuis la dissolution. Avec eux, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là et vers quoi on va. La République en marche, c'était le slogan choisi par Emmanuel Macron pour sa campagne présidentielle de 2017. C'était aussi le nom de son parti. Il en a changé depuis. Il a sans doute bien fait car ça ne correspond plus vraiment à la situation. Stéphanie Ries, vous aviez l'étiquette La République en marche à l'époque. Votre parti s'appelle maintenant Renaissance. Vous êtes la députée de la première circonscription du Loiret. Merci d'être avec nous. Avec nous également Charles Fournier, député écologiste de la première circonscription d'Indre-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Et Roger Chudeau, député Rassemblement National de la 3e circonscription de Loir-et-Cher. La deuxième. De la 2e circonscription de Loir-et-Cher, pardon. Merci d'être avec nous. Alors, on attend votre diagnostic politique sur la situation, mais il y a un collègue à vous en particulier Stéphanie Ries, qui a posé un diagnostic médical cette semaine. Richard Ramos, député MoDem du Loiret, a dit « Le président de la République est dingue ». Est-ce que c'est aussi votre avis ? Vous savez que ce n'est pas du tout mon style de parole. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'on sorte de cette triste crise. Triste parce qu'elle ne montre pas la motivation, ce que font les élus, les politiques tous les jours, que ce soit les politiques locaux ou les politiques nationaux. On est 3 députés, on travaille beaucoup pour les Français et l'image qu'on donne là est tout l'inverse. Et donc moi je voudrais qu'on sorte de cette crise parce qu'elle est aussi un enjeu d'instabilité et donc de pouvoir d'achat qui va diminuer pour nos compatriotes. Donc je souhaite surtout qu'on sorte de cette crise. Alors cette crise, elle est due à la folie d'Emmanuel Macron, comme le dit Richard Ramos. C'est un président de la République, il faut faire attention à ce qu'on dit. Enfin, il y a une forme de respect à avoir. Quoi qu'on pense du président de la République, nous on a été très clair avec Gabriel Attal, on a dit qu'on n'avait pas compris les décisions, ces dernières décisions. C'est vrai, moi je suis comme tous les Français, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, ça reste le président et la fonction est à respecter. Voilà. Moi je n'aurais pas employé le mot dingue, mais à minima entêté. Nous en sommes à Macron 9e Premier ministre pour Emmanuel Macron, et le 3e depuis 2024, avec pour seule ambition de ne rien changer. Peut-être qu'il y aura des bougées qui vont arriver. Mais là, jusqu'à maintenant, on a été convoqué en tant qu'opposition à des tas de rendez-vous, réunions, échanges, pour en gros nous dire on ne bougera pas sur les recettes, on ne bougera pas sur les retraites, on ne bougera pas sur les salaires, et puis on ne parlera pas d'écologie. Et vous voyez, cet entêtement-là, il crée une crise de nerfs dans le pays, il crée une inquiétude. Et je rajouterais à ça que plutôt que de se parler directement, on vient parler à la télé pour dire ce qu'on a à dire aux autres. Quand le Premier ministre vient nous dire peut-être que je vais redémissionner, c'est anxiogène. Il faut arrêter ça. Il a les numéros de téléphone de tout le monde, il faut que tout le monde se retrouve pour discuter. Mais pitié, arrêtons de nous donner en spectacle et de donner ce spectacle devant les Françaises et les Français. Parce que l'impression que ça peut donner, oui, Roger Chudeau, c'est peut-être, si ce n'est pas Emmanuel Macron qui est dingue, peut-être ce sont les partis, les chefs de parti. C'est l'impression que peuvent en avoir les Français, parce que les élus disent beaucoup moins sur les marchés. On me dit que, moi je vais aussi sur les marchés, j'entends beaucoup de gens qui disent mais ils sont fous. Je ne pense pas, voyez-vous, que le président de la République soit fou, pas du tout. Déjà, c'est déplacé de dire cela, mais surtout, je pense qu'il sait parfaitement ce qu'il fait, tout au contraire. Et ça n'en est que plus inquiétant. Vous parliez de semaine historique. J'appellerais ça une semaine hystérique, pour le coup. L'hystérie a saisi le monde politique, enfin un certain monde politique. Parce qu'enfin, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de se maintenir au pouvoir pour le centre et une partie de la droite à tout prix, y compris en créant et en alimentant le chaos. Nous avons une solution simple, nous l'avons dit, revenons devant les Français. Et ensuite, il y aura une majorité probablement et nous pourrons gouverner. Revenir devant les Français, est-ce que ce sera via une dissolution, est-ce que ce sera inéluctable si le gouvernement Le Cornu doit tomber sur une motion de censure ? Mais je trouve qu'on n'est pas dans un jeu vidéo. On a l'impression, allez, on gâche une vie, on en reprend une. Enfin bon, moi je suis vraiment
assez triste de cela. C'est pas comme si on n'était pas allé aux élections depuis 5 ans ou 4 ans. On y allait l'année dernière, les Français ont voté l'année dernière. Il en est sorti un hémicycle partagé. Vous dites que ça réglerait tout, moi j'en sais rien. Les sondages montrent que ça réglerait pas forcément tout, que vous auriez effectivement quelques députés de plus qui vous permettraient au RN d'avoir un peu plus d'argent dans vos caisses, et c'est peut-être là votre motivation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent dans la poche des Français. Ouais. Et pour ça, il va falloir qu'on ait de la stabilité. Je veux bien retourner aux urnes si tout est bloqué, on sera obligé, mais avant ça, nous devons tout essayer. Et moi, je crois que ça passe par le compromis. Le compromis qu'il va falloir qu'on montre de façon certaine aux partis de gouvernement qui considèrent l'intérêt des Français, et j'espère qu'il en reste au-dessus de l'intérêt des partis. On ne peut pas. Ce qui est peu entendable, moi, je ne suis pas contre le compromis, on a fait de nombreuses propositions à de nombreuses reprises. D'ailleurs, j'avais participé avec mon groupe à écrire à la présidente de l'Assemblée nationale en disant réunissez les groupes de l'Assemblée nationale pour discuter de ces compromis. Mais tout se passe à l'Élysée. Le problème, c'est qu'on est dans une verticalité qui dure depuis 7 ans et qui nous met dans une situation peu tenable. Il faut sortir de cette verticalité-là. Je le dis, au-delà de ce qui va se passer là, maintenant, tout de suite, on a un vrai sujet sur le fonctionnement de nos institutions, sur le décalage entre nos institutions et le choix des Français qui ont composé cette Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, de toute façon, on sera obligé de se pencher là-dessus. Je voudrais juste rappeler, parce que l'idée de compromis que vous avez maintenant, vous commencez à l'avoir. Mais je vais vous dire, je suis un peu inquiet sur le fait que ça soit peut-être trop tard. À l'été 2024, à aucun autre moment, vous n'avez accepté des compromis. Vous demandiez à la gauche de faire des compromis de manière permanente. Vous avez été tracté avec le Rassemblement national pour se mettre d'accord, y compris récemment pour avoir tous les postes à l'Assemblée nationale. Quand même, il faut le dire, vous vous êtes mis d'accord. Tous les postes. Vous avez préféré, dans ma commission, choisir un député du Rassemblement national qui a considéré que l'IVG c'était un crime contre l'humanité, plutôt que de me choisir moi pour être vice-président de la commission. C'est pas très grave, mais c'est quand même un choix. Ça dit quelque chose. Et donc je vais le dire. On a un sujet avec nos institutions. Moi, je suis pas fermé au compromis, mais là, dans la situation dans laquelle on est, comment y croire? Quand vous dites ça, à l'Assemblée nationale, vous faites croire aux Français. Je voudrais quand même vous dire une chose. À l'Assemblée nationale, nous avons juste les postes qui sont prévus dans le règlement. Et vous le savez très bien. Non, pas dans les commissions. Non. Dans les commissions, je regrette. Non, mais honnêtement. Enfin bon, peu importe, je voudrais répondre à ma collègue. Je voudrais juste répondre à ce qu'il a dit. Alors, Madame, excusez-moi, vous faites croire aux Français que dans l'Assemblée, vous seriez arrivé majoritaire. Je rappelle juste les pourcentages. 40% pour le Bloc central, 33% pour la gauche, 25% pour le Rassemblement national. Le Bloc central n'existe pas, Madame Ries. Le Bloc central n'existe pas, et c'est aux grands yeux aujourd'hui tout le monde. Il a éclaté, il n'y a ni bloc, ni centre, ni commun. Vous le savez, la droite. Vous dites que ça a éclaté. Parce que la droite. Je pense que nous devons faire des compromis. C'est avec la droite que vous avez tenté de gouverner, ça n'a pas marché. Est-ce que vous serez là pour faire les compromis? Mais les compromis, je suis là depuis. Avec les insoumis. Je vous ai. Alors ça, on finit toujours là-dessus parce que c'est à peu près finalement ce qui vous reste comme argument. Moi, je vais vous le dire. Dans des compromis, on a fait des propositions. On en a fait plusieurs. Par contre, d'ailleurs, Sébastien Lecornu a dit on retire le 49.3. C'était la grosse demande. Non, c'était pas la seule. La justice fiscale, il a dit qu'on ouvrait. Rien. Les retraites, nous allons voir dans la DPG. Vous voyez bien, mais rien sur les recettes, pas du tout à la hauteur de ce qui est nécessaire. Justement, 80 milliards d'exonération de cotisations sociales. Juste un mot, Monsieur Trudeau, vous allez avoir la parole juste après. Juste une question. Quand vous dites, Mme Ries, que le Bloc central existe encore, par exemple, quand Édouard Philippe dit que Emmanuel Macron doit démissionner, ça veut dire que le Bloc central Gabriel Attal dit qu'il ne comprend plus le président. Moi, je parle de l'Assemblée. À l'Assemblée, le nombre de députés du Bloc central, il existe. Aucun des partis du Bloc central a dit qu'il allait censurer, a priori, ce gouvernement. Ce qui n'est pas le cas. D'autres qui disent on va censurer si tout ce qu'on demande n'est pas retenu, d'ailleurs. C'est intéressant parce que moi je vous entends débattre et j'ai l'impression que vous êtes en train, en effet, toujours dans cette négociation permanente entre le centre et la gauche, vous cherchez des compromis. Mais de toute façon, sont les blocs qui ont fait le Front républicain. Bien sûr, allez-y. Terminé. Et vous cherchez des compromis, vous continuez à négocier. Et les Français, vous êtes complètement hors sol, vous vous rendez pas compte. Je voudrais répondre à Mme Ries s'agissant des élections. Chers collègues, on ne peut pas aller aux élections en étant sûr du résultat. Vous dites, vous aurez peut-être, mais c'est vous qui me dites qu'il faut aller aux élections pour régler le problème. Ces élections peuvent ne pas régler le problème, mais faire perdre beaucoup d'argent aux Français. Moi, je ne veux pas que les Français perdent de l'argent. Mais vous découvrez que les élections sont incertaines pour ceux qui s'y présentent. Enfin, écoutez, c'est presque comique. Je vous dis l'inverse. Non, vous me dites, on ne sait pas ce qui va sortir des élections. Évidemment qu'on ne sait pas. Vous craignez que nous sortions en force des élections. Il faut dire la vérité aux Français. Moi, je vais vous
vote des Français, je vais vous dire, pourquoi n'y allez pas vous voulez la dissolution parce que c'est le chemin le plus court pour vous pour accéder au pouvoir. C'est ça votre préoccupation. Le reste, c'est pas tellement votre préoccupation. Et je vais vous dire une chose. Moi, je crois pas que le problème soit du côté de l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit d'ailleurs. Je pense que le problème est du côté du président de la République. Et moi, je suis assez sensible à la proposition d'Édouard Philippe, qui vient de votre bloc central, qui dit finalement, peut-être qu'il faudra une présidentielle, mais dans un délai raisonnable, pas brutalement. La question va se poser. Il y a un moment, à force d'avoir utilisé toutes les voies possibles, mais je le dis, c'est l'Assemblée nationale, on avait voté un budget l'année dernière, sauf que c'est le 49.3 qui a fait tomber... C'était pas le budget qui me plaisait totalement, c'était une forme de compromis à l'Assemblée nationale. Vous aviez réussi à diminuer la contribution de la France à l'Union européenne. J'étais pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'était une erreur profonde. Mais il y avait d'autres éléments que j'avais défendus dans ce budget. Et sauf qu'à la fin, moi, j'ai pas voté un seul budget depuis que je suis député, depuis 2022. Ça, c'est quand même vraiment un problème. Donc, le renoncement au 49.3, je veux bien, mais ça réglait absolument pas tous les sujets. Vous savez qu'il y a d'autres éléments pour pouvoir passer en force si on le souhaite. Et on l'a vécu sur tellement de sujets. Donc, je pense que moi, je suis favorable au compromis, mais je crains malheureusement qu'il soit tard. Il soit tard pour imaginer ces compromis. Est-ce pour cette vraiment tard. Et c'est pas. Je ne crois pas qu'un discours de politique générale va réussir à me convaincre que tout a changé. Voilà, ça, c'est quand même difficile à croire dans ce moment-là. Il y avait des opportunités avant pour qu'à l'Assemblée nationale, on travaille à des compromis parce que je pense que nous devrions être dans un régime parlementaire et pas dans un régime présidentiel. On avait demandé à l'été 2024 à tous les partis de se mettre autour de la table pour essayer d'avancer vers ces négociations. On n'a eu aucune réponse. Nous, on a fait un courrier. On a fait un courrier. Non. On avait fait un courrier avec 11 propositions concrètes sur la table. Vous n'aviez pas de proposition. Vous disiez que vous ne vouliez rien changer. Pour le coup, je sais les vous faites des compromis. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. À l'époque, il n'y en avait aucune. Vous faites des compromis entre vous, vous allez à l'Élysée, on fait des compromis éventuels pour les Français. Non, mais d'accord, sauf qu'à l'Élysée, il manque juste l'éléphant. C'est vous qui faites des compromis. Et l'éléphant, c'est nous. C'est-à-dire que vous avez un tiers de l'électorat qui n'est pas convoqué à l'Élysée, une autre grande partie, 25%, c'est LFI qui n'est pas convoqué à l'Élysée. Vous avez dit que vous censurez. Et vous voulez vous arranger. Mais nous, on censure. Nous, de toute façon, on l'a dit, on censurera tous les gouvernements jusqu'à ce qu'on retourne aux urnes. Car dans une démocratie, permettez-moi de vous rappeler ça, dans une démocratie, le peuple est souverain, c'est lui qui désigne ses représentants et qui définit sa politique. Il l'a fait il y a un an, monsieur Chido. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Ils ont mal voté, les Français, il y a un an. Ils ont voté. Vous considérez que les Français ont mal voté il y a un an? Non, moi je considère que vous avez trompé les Français en faisant une alliance. Donc vous dites que les Français ont mal voté. Je pense que les Français n'étaient pas trompés et ils ont fait un choix qui s'appelait le barrage républicain et j'aimerais bien d'ailleurs qu'il soit respecté aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait, c'est le choix des Français. Vous ne pouvez pas vous arroger un choix des Français et dire que finalement quand ils en font un, il n'est pas juste. Vous avez dit que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Mais non, parce qu'il ne l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait plusieurs fois, le peuple français, de faire ce choix-là. La censure maintenant, la censure dont vous parlez, qui est votre position, c'est aussi la position de votre groupe écologiste. Maintenant, vous avez annoncé que vous censuriez je demande est-ce qu'il y a un discours de politique générale. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut être fait pour que votre groupe ne censure pas? Je vais vous dire d'abord, est-ce qu'il y aura un discours de politique générale? Je veux en être certain, parce qu'on a été habitué à ne plus en avoir. Il faut quand même le dire. Le dernier qui a fait... discours de politique. Oui, discours de politique générale, mais sans vote de confiance. Donc moi, je veux qu'il y ait un vote de confiance. Vous voulez un vote de confiance? Non, honnêtement, pourquoi on ne fait pas cet exercice-là? Deuxième élément, il y a 3 sujets pour nous qui sont majeurs. Il y a le sujet des recettes de notre pays. Et, vous le savez, il y a une proposition sur la table qui s'appelle la taxe Zuckman, sur laquelle on attend des bougies. Mais des bougies sérieux, pas à la marge. Deuxième élément, il y a la question des retraites. Pas la proposition du président de la République, s'il vous plaît, qui propose de repousser après la présidentielle l'âge légal, mais ça ne changera rien pour la majeure partie des gens. Si encore on était sur le compromis que souhaitent les socialistes à 62 ans et 9 mois, mais en bougeant aussi le nombre de trimestres, parce que là on ne parle pas du nombre de trimestres, on pourrait discuter, mais ça c'est même pas sur la table, donc moi je veux bien discuter en l'air, mais pour l'instant il n'y a aucune proposition. Puis troisième sujet, c'est l'écologie. C'est le grand absent de toutes les discussions, alors que la situation se dégrade de manière massive. La promesse d'Emmanuel Macron, c'était la démocratie et l'écologie. Et on n'a plus rien des deux aujourd'hui. C'est quand même sérieusement... Vous n'aurez peut-être pas de concession sur les 3 points, mais alors sur la question des retraites, qui est aussi mise en avant en premier par... Je propose 3 aujourd'hui. Vous voyez, donc le progrès est assez net. Le Parti socialiste aujourd'hui, mais aussi surtout en avant la question des retraites. Vous, Stéphane Iris, qui avez été rapporteur du projet de loi sur les retraites, est-ce que vous pensez, comme Elisabeth Borne, qu'on peut... suspendre, abroger cette retraite, rouvrir le débat, à quoi êtes-vous prête? Moi, je suis très très claire sur cette réforme. Je pense que, elle est indispensable, elle reste indispensable, elle est importante et que tout le reste, c'est mentir aux Français. Ça, c'est ma conviction personnelle. Mon autre conviction,
c'est que dans l'état, dans la situation politique, dans la situation du pays, ne pas ouvrir la porte vers une suspension de cette réforme pour emmener le débat à la présidentielle, qui est dans 18 mois, pour que les Français décident sur ce sujet dans 18 mois. Peut-être qu'il faut la suspendre et que cette suspension coûterait moins cher au pays, mais donc aux Français. Donc voilà, donc je suis entre ces deux convictions. Une, je pense qu'on joue à faire n'importe quoi à l'heure où tous les pays d'Europe sont plutôt en train de discuter d'aller à un âge de la retraite entre 67 et 70 ans pour payer leur effort de défense, par exemple, parce que le sujet, c'est la démographie et que c'est mathématique. Mais bon, une fois qu'on met ça de côté, on a une situation qui est la réalité aussi, qui est la situation politique, et que je préfère faire un compromis plutôt que de mettre le pays dans un état qui lui coûte très cher, M. Chudot. Qui lui coûte très cher. S'il y a cette ouverture, Roger Chudot, est-ce que ça pourrait changer Comment ils payent leur cantine le midi? Bien sûr, je vous entends bien. Mais pour l'instant, la fin du mois n'a pas beaucoup intéressé la majorité actuelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que j'entends, c'est que vous vous reniez. Vous nous avez pendant un an tordu le bras à l'Assemblée nationale. Il y a eu 23 49.3. Je ne me trompe pas. Vous êtes passé en force. Madame Borne, je la vois encore monter à la tribune avec son petit sourire. Oui, je me souviens, avec la violence. Et en tout cas, oui. Mais enfin, vous nous avez tordu le bras. Vous avez expliqué que c'était ça ou le chaos. Et maintenant, vous dites, on pourrait peut-être suspendre, décaler et peut-être même renégocier en 2027. Mais c'est se moquer du monde. Mais c'est se moquer du monde. Quant à vous, chers collègues, vous dites, Macron nous a promis la démocratie et l'écologie. On n'a rien. Je suis d'accord avec vous. Mais qui a fait élire M. Macron? C'est vous. Ah si, non, je regrette. Donc, Roger Chudot, il n'y aurait pas de changement pour vous. J'ai empêché que vous... Pas de changement. Enfin, s'il y a une ouverture sur les retraites, ça ne change rien à votre position. Je parle de votre position personnelle de député. Oui, personnel, bien sûr. Il n'y a rien de personnel ici. Je suis politique, moi. Moi, je n'ai pas... Donc, notre parti a une position sur la retraite. Personnelles quand on fait de la politique. Oui, mais bien entendu. Moi, je n'ai pas... Pour répondre à M. Chudot, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron, j'ai voté contre vous. Parce que je pense que vous tenez... Non, mais vous êtes les champions du double langage. Quand ça vous arrange, vous avez un discours qui pourrait être teinté de mesures de gauche. Mais à chaque fois qu'il s'agit de voter pour... Vous n'êtes plus présent. Et même M. Bardella avait dit que sur la réforme des retraites, que finalement, peut-être, il fallait y réfléchir. Et donc, vous voyez, en fait, dès que vous vous approchez des responsabilités, et c'est pour ça que je ne veux pas que vous en approchiez, finalement, vous faites le contraire de ce que vous avez dit. Sur l'augmentation des salaires, sur la taxation des super profits, des hyper riches, à chaque fois, vous êtes aux abonnés absents. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire les yeux doux au MEDEF plutôt que de tenir le discours social qui serait votre socle. Moi, je vais le dire sur la sécurité sociale, sur l'état de la sécurité sociale. Moi, je suis prêt à ce qu'on discute, mais de tout, y compris de la situation des recettes. 80 milliards d'exonération de cotisations, 77 milliards, ou entre 77 et 80 milliards, qui expliquent une bonne part de la situation. Et ces exonérations sont par ailleurs et malheureusement des trappes à bas salaire. Mais à quoi elles servent, M. Fontaine, les exonérations dont vous parlez? Non. Elles servent à créer de l'emploi. Non, ça ne marche pas. La Cour des comptes Ce n'est pas vrai. Le chômage a moins diminué dans notre pays qu'ailleurs. M. Fontaine, combien d'emplois en moins si on baisse ces C'est pas vrai. Toute la politique de l'offre a échoué. Il faut que vous reconnaissiez ça. Si on n'a pas un élément de diagnostic commun, comment voulez-vous que nous avancions? Je suis d'accord qu'on puisse avancer sur ce débat des exonérations et sur l'efficacité. La Cour des comptes. Oui, elle dit aussi que ça ferait perdre de l'emploi si on retirait un nombre d'exonérations et des dizaines de milliers d'emplois. Vous savez ce qui fait gagner de l'emploi? Vous pouvez pas dire que la moitié de la Vous savez ce qui fait gagner de l'emploi? Je suis d'accord avec ce débat pour être sûr que ces exonérations créent de l'emploi et que si elles ne créent pas de l'emploi, il faut les changer. Ce qui crée de l'emploi, ces exonérations ont été multipliées par 4 entre 1994 et 2024. Non, mais c'est une folie. On a créé des emplois en les tenant de cette manière-là, mais en diminuant nos ressources. Et en fait, ça n'a pas amélioré du tout la situation. La politique de l'offre ne marche pas. Mais il y a d'autres solutions pour régler les problèmes. Il n'est pas sûr que le débat à l'Assemblée nationale... Les services publics, c'est ça qui va permettre que l'économie fonctionne. Et c'est ce qui a été abandonné. Vous savez qu'il y a 100 milliards. Il y a 100 milliards d'argent public. Lisez le grand détournement. Le livre qui vient de sortir. 100 milliards qui ont été détournés du financement des services publics vers les aides aux entreprises. Quel est le résultat? Eh ben, on a une situation de notre sécurité sociale. Excusez-moi, il faut juste qu'on entende bien, parce il n'est pas sûr que le compromis à l'Assemblée nationale se fasse sur ce sujet-là. On a vraiment l'impression que vous êtes en désaccord total. Sur la question, juste pour bien comprendre la position de tout le monde, sur la question des retraites, Roger Chudot, si le gouvernement n'est pas censuré prochainement et que vient du gouvernement un projet de loi nouveau sur les retraites, est-ce que vous pourriez voter l'abrogation, la suspension avec la gauche? Nous pensons que la réforme de la retraite
retraite voulue par Mme Borne et qu'elle semble abandonner en race campagne est une mauvaise réforme. Qu'il y ait un sujet sur les retraites, c'est clair. Mais la façon, c'est tout à fait clair, mais la façon dont les choses ont été réglées ne nous convient pas. Nous disons, la retraite, ce sera pour les carrières longues très tôt, à 60 ou 62 ans, pour les carrières longues, oui. qui ont commencé à travailler. On connaît votre position. Oui, maintenant, il il s'agit bien sûr de voter avec d'autres groupes, puisque vous n'êtes pas majoritaire. Ouais. Mais notre horizon, ce n'est pas le tabou, ce n'est pas l'âge de départ, c'est le nombre d'annuités. Nous, c'est 42 annuités. Donc quelqu'un qui commence à travailler à 25 ans chez nous, il part à 67 ans. Donc si ce n'est pas votre projet qui est adopté, vous votez contre. C'est votre position. Nous voterons effectivement dans ce sens-là. Vous ne voterez pas avec la gauche, par exemple, pour modifier le calendrier. On n'en est franchement pas là. Il faudra voir ce qui sera sur la table. Je veux dire, on vote pas sur... vous pouvez pas me demander de me prononcer sur un texte que je n'ai pas vu. Il faut voir sur quoi on va voter. Ce qui est certain, c'est que notre position, elle est claire et elle ne bougera pas là-dessus. Et donc, mais ce que je vois avec mes deux collègues, c'est qu'on se croirait en commission des affaires sociales ou en commission des affaires économiques. Je veux dire, c'est un débat intéressant. Je ne discute pas. Mais enfin bon, là nous parlons. Non, on travaille pas ici. Là, on fait de la politique et la politique. Ne dites pas que je ne travaille pas, madame. Ça n'est pas honnête. Non, on fait de la politique. On parle de l'avenir du pays là tout de suite là. Lundi, mardi, est-ce qu'on a un gouvernement? Est-ce que ce gouvernement va tenir? Est-ce qu'on va aller enfin aux élections? Mais vous voulez tourner autour du pot à ce sujet, vous voulez dire les élections, c'est le président qu'il faudrait changer, c'est ça. Vous faites exactement ce que fait Mélenchon, il faut virer le président. Nous ne disons pas ça. Le président fait ce qu'il veut, il a un pouvoir constitutionnel qu'il applique en fonction de l'intérêt du pays. Je crois que Marine Le Pen a dit aussi qu'il fallait virer le président, non? Non, on n'a jamais dit ça. Non, on a dit si le président décide de partir... Ah non. Non, parce qu'elle fait le calcul que tout de suite, elle n'est pas prête. Vous savez très bien qu'elle a un procès qu'en réunion du bureau de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas voté la une dissolution coûte de l'argent et donc coûte un pouvoir d'achat diminué aux Français. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez très bien à propos du président qu'au bureau de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas voté la motion pour la destitution du président. Marine Le Pen. Et ce ne sera jamais le cas, même maintenant parce que vous ne l'avez pas voté il y a quelques jours. Depuis que Emmanuel Macron a renommé Sébastien Lecornu, ça n'est pas un motif de vote sur la destitution pour vous. Nous respectons profondément l'esprit de l'institution. Nous ne voulons pas dire, il n'appartient pas à un parti de dire le président doit partir. Nous pensons que s'il le faisait, ce serait une bonne chose pour le pays, ça c'est clair. Le président part dans 18 mois. Oui, mais attendez. On a 18 mois, on a 8 mois de travail à l'Assemblée. On demande juste, on est député. On devrait être en train de dire, on fait nos 8 mois de travail à l'Assemblée. Entre les élections municipales et sénatoriales, il nous reste 8 mois pour travailler pour les Français. Mais travaillons, et dans 18 mois, on refait une campagne présidentielle comme c'est prévu. Le président, il ne peut pas se représenter dans 18 mois. Mais ça, je suis au courant. Au vu des accords que vous affichez, Stéphanie Rist et Charles Fournier, ça semble difficile de trouver une voie pour Sébastien Lecornu pour former un gouvernement et éviter la censure. Ce qu'on a dit sur les exonérations, évidemment, on n'a pas la même vision de la politique économique. OK. Mais sur les exonérations, nous, ce qui nous importe, les exonérations, elles nous importent qu'elles augmentent pas le chômage si on les retire. Mais on est prêt à regarder lesquelles on peut faire évoluer. D'ailleurs, c'est un débat qu'on a tous les ans dans la commission des affaires sociales. Bien sûr que non, on ne votera pas la taxe Zuckman. Mais vous pourriez voter une taxation. Elle a été votée à l'Assemblée nationale. Vers l'autre. Et je ne l'ai pas votée. Non, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Le compromis est impossible. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de taxer l'outil professionnel. Moi, j'ai pas évoqué... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compromis possible. Moi, j'ai pas évoqué je l'espère qu'il peut... J'ai dit, moi, mes doutes plus que conséquent sur le fait qu'on arrive à faire un compromis de dernière minute. Je le dis, c'est de dernière minute, Madame Rist. C'est un moment que tout ça aurait dû être ouvert, des discussions. On aurait pu se retrouver dans une situation où le président nommait un Premier ministre de gauche et que vous engagiez à ne pas censurer. Mais on a passé son temps à demander à la gauche de faire cet exercice-là. Et donc, forcément, je vais vous dire, il y a plus grand monde pour y croire. Non, et y compris dans... Et je sais mais que dans votre... Oui, mais Gabriel Attal, mais dans vos rangs, et les débats que vous avez malheureusement qui ont fuité, montrent bien que vous êtes loin d'être tous d'accord sur la question. Et donc, je crains que ça soit un peu... Il y a des débats dans l'intérieur de groupes politiques, j'imagine que dans tous les groupes, il y en a... Mais on peut rappeler la position de l'ancien président de votre groupe, Sylvain Maillard, qui a dit si un Premier ministre de gauche, je le censure immédiatement, quoi qu'il arrive, dans le quart d'heure. C'est pas un ministre de gauche, il a dit Olivier Faure. Oui. Mais bref. Alors, ça veut dire que vous acceptez pour vous, quand même. On a un président de parti, enfin, on a un président de groupe, et de parti d'ailleurs, Gabriel Attal, qui a été très clair. Donc c'est aussi votre position. Vous faites partie de ceux et de celles qui accepteraient qui l'auraient accepté ou qui pourraient l'accepter à l'avenir, un Premier ministre de gauche. Les pourcentages quand même dans l'hémicycle. Oui, on les connaît, mais aujourd'hui il s'agit de trouver un compromis. Je dis, mais moi je suis pour qu'on puisse discuter. Je suis rapporteur de la réforme des retraites et je dis, je suis ouverte à sa C'est qui le bloc central? C'est qui le bloc central? Vous comptez les Républicains dedans?
Mais je compare contre Madame les Rice, c'est pas honnête, Républicains vous savez. dans le sens de la Pas honnête, non-censure. Horizon maintenant dans le Je vote prends les central. Républicains. Les Républicains, comme, et on peut parler de la législative partielle qui va avoir lieu aujourd'hui, les Républicains préfèrent soutenir le Rassemblement national évidemment. aujourd'hui que soutenir une candidate delgaïste. Voilà, donc je peux vous dire. Socialiste. Socialiste. Pas précis, Les Français delgaïste, s'en socialiste. fichent là de ce qu'on est en train Vous savez de très discuter. bien que le PAC Non, mais est c'est pour- pieds et pour poings vous liés dire que, à voilà, LFI et que bon maintenant si vous voulez le front républicain est en train de devenir un front anti-LFI et c'est une très bonne chose comme ça se retourne, c'est l'arroseur arrosé. On y attendez, viendra. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais du côté oui, mais du cœur des je le Français, dis et j'y travaille. Ce qui est important pour les Français, c'est qu'on arrive à avancer, M. Fournier, Oui, mais- avec les écologistes, avec le Parti socialiste, Madame et Rice, avec aussi on a les fait de LR. nombreuses En fait. propositions, plein de fois. On a déposé des amendements. Il y a des avancées, Tout vous a l'avez été- vu ces Oui, derniers mais là- jours, mais- quand mais à la Sébastien dernière minute, Lecornu dit il n'y aura pas de 49.3. Mais ça suffit pas à tout régler. J'entends c'est ça. quand même Mais une on l'a mesure accueilli. pour nous, Madame Rice, parlementaires, qui est vraiment Madame Rice, importante. on l'a accueilli après 29-49 Mais je dis on pas l'a que ça accueilli, sera la seule, on d'ailleurs. l'a accueilli positivement, mais c'est tout pour l'instant. Oui. Le reste, n'a pas encore peut-être le vous êtes dans des discours politique discussions général. secrètes, mais moi je peux vous dire qu'on a été à un rendez-vous avec le président de la République qui nous a dit bon non, il y a une majorité, c'est sa conclusion, il y a une majorité, il y a un socle qui continue d'exister alors qu'il n'existe pas et on l'entend Il est tous les jours à la fracturé, télé. ouais. Et par ailleurs, il n'y a aucune autre proposition. Je vous Mais si, il y a rejoins une sur le fait proposition. que j'espère que dans le discours de politique générale, ce discours l'écouterai sera très avec clair attention. Il y a une et proposition. très ouvert à des compromis. Est-ce que vos documents de campagne sont prêts pour une éventuelle législative anticipée? Vous avez déjà ça en tête? Oui, les miens sont prêts, ils sont préimprimés. Enfin, ils sont sur ils sont sur l'ordinateur. Il suffit d'appuyer sur un Rapidement, il bouton. nous reste 30 secondes. Vous êtes prêts? Déjà imprimé, c'est un Oui. problème Non. juridique. J'espère que c'est pas vrai pour vous. Non, ils sont pas Non, imprimés. c'est pas prêt. sinon, je veux savoir avec quel argent vous Charles les avez Fournier, vous imprimés. êtes prêts au cas où? Oh là là, Bien. tout de suite, Bien. Bah, vous- Oui, et ben voilà. Arrêtez. On arrive au terme. Mais- On arrive au terme de cette émission. Très bien. Merci d'avoir participé à ce débat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine dingue. Pour reprendre les mots de Richard Ramos, et la prochaine le sera peut-être encore plus. La politique continue sur notre antenne. À bientôt.